Si tu as grandi dans les années 1970, ton cerveau a appris quelque chose que le monde moderne est incapable d'enseigner. Et aujourd'hui, cette capacité est en train de disparaître. Les neurosciences montrent que l'enfance sans technologie a créé une forme de résistance mentale rare, une façon de penser que les générations actuelles n'ont jamais développée. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est une différence neurologique. Et elle explique pourquoi tant de gens aujourd'hui s'effondrent psychologiquement face à des choses que tu as toujours supportées sans y penser. Tu as grandi sans stimulation constante. Pas de smartphone, pas de Netflix, pas de notifications. Ton cerveau a appris à générer sa propre dopamine au lieu de l'attendre d'une source externe. C'est comme avoir développé un muscle mental que les générations suivantes n'ont jamais construit. Les psychologues appellent ça l'autorégulation attentionnelle. Ton cerveau peut rester concentré sans récompense immédiate. Il peut supporter l'absence de stimulation sans paniquer. C'est devenu un super pouvoir rare dans un monde d'addiction numérique. Prenons cet exemple. C'était un dimanche après-midi en 1975. Pas de dessins animés l'après-midi. Juste 3 chaînes de télévision qui diffusaient des émissions pour adultes. Tu étais dans ta chambre avec tes jouets, des livres ou absolument rien. Et tu t'es débrouillé. Tu as inventé des jeux avec 3 bouts de bois. Tu as créé des mondes entiers dans ta tête. Tu as passé 2 heures à observer des fourmis dans le jardin. Ton cerveau n'attendait pas qu'on le divertisse. Il créait son propre divertissement. C'était de la neuroplasticité en action. Compare ça à un enfant de 2026 qui a une crise de panique si sa tablette n'a plus de batterie. Les études de l'université de Stanford montrent que ton cortex préfrontal a développé des connexions de patience et de tolérance à la frustration 3 fois plus fortes que la génération Z. Ton système de récompense n'exige pas de gratification instantanée. Tu peux attendre, tu peux endurer, tu peux persister. C'est pourquoi tu termines les projets que tu commences. C'est pourquoi tu peux lire un livre de 400 pages sans vérifier ton téléphone. C'est pourquoi tu survis dans des situations où les jeunes s'effondrent mentalement. Tu as grandi sans validation constante. Pas de likes, pas de commentaires, pas de followers. Tu n'avais aucune idée de ce que pensaient les autres de toi en temps réel. Résultat, ton estime de toi s'est construite de l'intérieur, pas de l'extérieur. Les psychologues de l'Université de Columbia expliquent que ton identité s'est formée dans le silence social. Tu n'as pas eu le luxe de tester chaque version de toi-même devant un public instantané. Tu as dû découvrir qui tu étais sans algorithme pour te le dire. Prenons un autre exemple. C'était 1978. Tu rentrais de l'école. Personne ne savait ce qui s'était passé dans ta journée, sauf si tu le racontais au dîner. Il n'y avait pas de groupe WhatsApp pour continuer les conversations, pas de stories Instagram pour montrer que tu existais. Quand tu fermais la porte de ta chambre, tu étais seul, vraiment seul, avec tes pensées, tes doutes, tes questions. Personne pour te rassurer en 3 secondes. Tu as appris à te parler à toi-même, à résoudre tes propres problèmes émotionnels, à valider tes propres choix, à construire ta propre boussole interne. Compare ça à quelqu'un qui poste « Est-ce que cette tenue me va ?» et attend les likes pour savoir s'il a bon goût. C'est que ton circuit de validation sociale, l'aire tegmentale ventrale, ne dépend pas de feedback externe constant. Tu as développé ce que les neuroscientifiques appellent l'auto-validation stable. Ton estime de toi ne fluctue pas avec les opinions des autres. C'est pourquoi tu peux prendre des décisions impopulaires sans t'effondrer. C'est pourquoi tu ne changes pas d'avis selon le dernier commentaire reçu. C'est pourquoi tu peux être seul sans te sentir seul. Les études montrent que cette autonomie émotionnelle est le meilleur prédicteur de santé mentale à long terme, et c'est en voie de disparition. Mais cette indépendance émotionnelle a créé un trait que personne n'ose nommer. C'est que tu as grandi sans filet de sécurité émotionnelle ou physique constant. Tes parents ne te surveillent pas 24/7. Personne ne te GPSait. Personne n'intervenait à la moindre difficulté. Tu tombais, tu te relevais. Tu te perdais, tu retrouvais ton chemin. Tu avais peur, tu traversais la peur. Pas parce que tu étais courageux, parce que tu n'avais pas d'autre option. Voici un exemple dans lequel tu vas sûrement te reconnaître. C'était l'été 1976. Tes parents te disaient « Rentre avant la nuit ». Il n'y avait pas de téléphone pour te localiser. Pas de montre connectée pour vérifier ton rythme cardiaque. Tu partais avec ton vélo et tes amis. Vous exploriez des terrains vagues. Vous construisiez des cabanes dans les bois. Vous tombiez, vous saigniez, vous partiez. Un genou écorché n'était pas une urgence médicale nécessitant un post Facebook de soutien. C'était juste normal. Tu rentrais sale, épuisé, avec des bleus partout.
Tes parents ne manquaient pas. Ils disaient « Va te laver, fin de l'histoire ». Cette absence de dramatisation de chaque micro-traumatisme accablait ton cerveau différemment. Tu as appris que la douleur est temporaire, que le danger fait partie de la vie, que tu peux survivre à l'inconfort. Compare ça à un parent de 2025 qui suit son enfant avec un désinfectant et appelle le pédiatre pour une égratignure. Psychologiquement, ton amygdale, le centre de la peur, a été désensibilisé par l'exposition répétée aux risques modérés. Les neuroscientifiques de l'université de Yale expliquent que c'est exactement comme ça qu'on traite les phobies, exposition graduée. Tu as été exposé aux petits dangers toute ton enfance. Résultat, ton cerveau ne perçoit pas chaque difficulté comme une menace existentielle. Tu peux distinguer entre inconfort et danger réel. C'est pourquoi tu ne fais pas de crise d'anxiété quand ton Wi-Fi est coupé. C'est pourquoi tu peux gérer une crise sans t'effondrer. C'est pourquoi tu as cette capacité bizarre de juste continuer quand tout va mal. Les études montrent que l'anxiété généralisée a explosé de 300% depuis les années 1970. Pas parce que le monde est plus dangereux, mais parce que les enfants ne sont plus exposés à aucun risque. Leurs cerveaux ne savent plus évaluer le danger réellement. Et maintenant, le trait qui te rend presque alien dans le monde moderne. La voici. Tu as grandi dans un monde linéaire. Tu regardais une émission du début à la fin sans pause. Tu lisais un livre chapitre par chapitre sans notification. Tu faisais tes devoirs sans onglet ouvert dans ta tête. Ton cerveau a développé ce que les neuroscientifiques appellent l'attention de type 2, la capacité de maintenir le focus sur une seule tâche pendant des heures. C'est le contraire de l'attention fragmentée de type 1 qui saute de stimulus en stimulus. Les générations actuelles ont majoritairement une attention de type 1. Toi, tu as conservé le type 2. C'est comme avoir un muscle qu'ils n'ont jamais construit. C'était 1979. Tu faisais tes devoirs sur la table de la cuisine. Pas de musique dans les oreilles, pas de télé en fond, pas de téléphone qui vibre. Juste toi, ta feuille et ton cerveau. Tu pouvais rester concentré 90 minutes d'affilée. Pas parce que tu étais discipliné, mais parce que ton environnement ne te proposait aucune alternative. Tu lisais Le Comte de Monte Cristo, 1200 pages sur 3 semaines, chapitre après chapitre, sans vérifier ton téléphone entre chaque page, sans scrolling de pause. Ton cerveau entrait dans un état de flow profond et y restait. Le samedi matin, tu regardais les dessins animés pendant 2 heures. Pas de skip, pas de fast-forward, pas de deuxième écran. Ton attention était totale, immersive, linéaire. Compare ça à quelqu'un qui regarde Netflix avec son téléphone dans une main et sa tablette posée à côté. Qui pose le film pour vérifier Instagram. Qui regarde des TikToks tout en écoutant un podcast. Leur cerveau n'est jamais totalement présent nulle part. Les études de l'Université de Californie montrent que ton cortex préfrontal, dorsolatéral, le centre du contrôle attentionnel, a développé une densité synaptique 40% supérieure à la moyenne actuelle. Tu peux bloquer les distractions naturellement. Ton cerveau ne cherche pas constamment la prochaine stimulation. C'est pourquoi tu peux lire un rapport de 50 pages d'une traite. C'est pourquoi tu peux écouter quelqu'un parler pendant 20 minutes sans vérifier ton téléphone. C'est pourquoi tu termines ce que tu commences. L'incertitude était tissée dans chaque journée. Ton ami devait passer te voir dans l'après-midi. Tu attendais. Il ne venait pas. Tu ne savais pas pourquoi. Pas de message pour vérifier. Tu inventais des explications. Tu apprenais à lâcher prise. Compare ça à quelqu'un qui panique si son Uber a 2 minutes de retard. Qui vérifie la position du livreur toutes les 30 secondes. Qui ne peut pas supporter de ne pas savoir immédiatement. Ton cortex singulaire antérieur, le centre de gestion de l'incertitude et de l'anxiété, a été entraîné à tolérer l'inconnu. Les neuroscientifiques expliquent que cette tolérance est le meilleur tampon contre l'anxiété généralisée. Tu peux prendre des décisions avec des informations incomplètes. Tu peux avancer sans garantie. Tu peux accepter que certaines choses sont hors de ton contrôle. C'est pourquoi tu ne fais pas de crise existentielle quand les plans changent. C'est pourquoi tu peux improviser sans script. C'est pourquoi tu dors la nuit malgré l'incertitude du futur. Les études de l'Université d'Oxford montrent que l'intolérance à l'incertitude est devenue le facteur Diason des troubles anxieux modernes. Les gens ne peuvent plus supporter de ne pas savoir, de ne pas contrôler, de ne pas vérifier. Toi, tu as été vacciné contre ça dès l'enfance. Si cette vidéo a résonné en toi, tu as 2 chemins devant toi. Chemin 1. Partage cette vidéo avec quelqu'un de ta génération qui pense qu'il est juste vieux, alors qu'en réalité, il possède des super pouvoirs neurologiques.
et partage-la avec quelqu'un de la génération actuelle qui pourrait bénéficier de comprendre ce qui a été perdu. Chemin 2. Garde cette connaissance pour toi, continue de te sentir décalé sans comprendre pourquoi, et regarde le monde glisser vers une fragilité mentale collective sans lever le petit doigt. Ton choix, dans les 10 prochaines secondes, révèle si tu vas utiliser cet avantage neurologique pour contribuer, ou si tu vas juste le porter comme une médaille invisible qui ne sert à rien. Les années 1970 tonnes ont donné un cerveau rare. Qu'est-ce que tu vas en faire dans les années 2020? N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait.